Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RTI1. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Côte d'Ivoire et la Colombie vont renforcer leur coopération dans le domaine éducatif. Le vice-président ivoirien a reçu le recteur de la corporation universitaire de Bogota. L'institution universitaire technologique EDIS d'Afrique va ouvrir ses portes à Abidjan. Le calme est revenu à Guiglo après la chaude journée d'hier. Les affrontements entre communautés ont fait des blessés. Une délégation conduite par la ministre Anne-Désirée Oloto est sur les lieux pour rencontrer les communautés et trouver une solution concertée. Le magazine Flash Bourse présenté sur RTI1 sera également diffusé sur la télévision nationale sénégalaise. Le lancement de cette coopération a eu lieu à Dakar. Les différentes parties saluent cette coopération et s'engagent à la rendre fructueuse. Enfin, en Espagne, Madrid a mis ses menaces à exécution. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, déclenche le processus de suspension de l'autonomie de la Catalogne. En réaction, des milliers de Catalans ont investi les rues à Barcelone. Merci de nous suivre à travers le monde. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Notre invité est M. Aliagui Diabagaté, président de la fondation El Hadj Dramane Ouattara. Cette fondation, baptisée du nom du père du président de la République de Côte d'Ivoire, prône la culture et l'excellence. La fondation, appelée encore FEDO, vient de publier justement un ouvrage sur les 6 ans du président Ouattara au pouvoir. Le titre de l'œuvre, Alassane Ouattara, architecte et grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle. Que retenir donc de l'ANSIS de l'administration Ouattara et quelles sont les activités menées par la FEDO? Notre invité nous répondra dans quelques instants seulement. Bonsoir, monsieur Aliagui Diabagaté. Bonsoir, madame. Alors, sous la bannière donc de la FEDO, vous avez décidé de parler des 6 ans de l'administration Ouattara et à travers un livre. Effectivement. Et nous allons en parler largement dans la page culture. Ce sera seulement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, donc, monsieur Aliagui Diabagaté. Merci. La Côte d'Ivoire et la Colombie envisagent de renforcer leur coopération dans le domaine éducatif. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a évoqué le sujet hier avec le recteur de la corporation universitaire Uniminuto de Bogota. L'institution universitaire technologique EDIS d'Afrique va ouvrir ses portes bientôt à Abidjan et cette institution va accueillir 800 étudiants pour les cours du jour et à distance. Explication détaillée avec notre reporter Jérôme Kofi Arbolin. Elle entend ouvrir ses portes en début d'année prochaine. L'institution universitaire technologique EDIS d'Afrique, IUTA, c'est d'elle qu'il s'agit. L'institution fait partie de la congrégation EDIS de l'université Uniminuto de Bogota à Colombie. Le projet évoqué au cours de la rencontre ce vendredi entre une délégation colombienne et le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se veut un exemple de coopération sud-sud pour les deux pays. On pense qu'on peut transférer ces connaissances qu'on a fait à la Colombie dans l'institution d'Uniminuto ici à la Côte d'Ivoire avec l'institution IUTA. Et on a remercié à son Excellence vice-président, à la Excellence la ministre aussi, et à toutes les personnes qui aident pour ce projet ici à la Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce projet peut commencer à janvier de la prochaine année, mais on déjà a commencé à travailler. L'IUTA en Côte d'Ivoire doit accueillir 20 000 étudiants dans les 10 prochaines années. Elle ouvre ses portes en 2018 avec 400 étudiants en cours du jour et 400 autres en cours à distance sur la base de 4 programmes de formation que sont l'agroécologie, le génie civil, bâtiment, l'administration des entreprises et enfin l'informatique. C'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre ivoirien, qui a posé la première pierre de l'institution en novembre 2016 à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. La Cour de justice de l'UEMOA poursuit sa série de formations et de vulgarisation du droit et de la justice dans les États membres de l'Union. Cette formation au profit des acteurs judiciaires permettra à ces derniers de s'approprier les normes communautaires en vue de leur application effective. Ahmed Traoré, Cita Soro.
Partager les connaissances sur le droit et la justice communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA avec un point d'honneur sur le rôle du juge national dans l'application de ce droit communautaire. C'est tout le sens du séminaire de formation des magistrats et avocats qui se tient du 17 au 20 octobre 2017. Il y a eu des échanges fructueux et enrichissants et vraiment le besoin s'est fait sentir de connaître cette nouvelle loi, cette loi communautaire. Et nous pensons que nous allons établir de véritables partenariats de formation et d'échange à l'attention des praticiens du droit et même de toute la population qui est concernée par l'économie et la monnaie. Une approche bien appréciée par les participants. Ce séminaire m'a appris certaines choses sur la procédure, sur son utilité et je pense qu'au sortir d'ici, j'aurai davantage recours en fait à cette cour-là. Et avec les échanges que nous avons eus, nous avons beaucoup appris. Les conférenciers, les juges de la Cour de justice de l'UEMOA sont venus, ils nous ont apporté leur expertise, nous avons échangé. La Cour de justice, consciente de l'importance de sa mission, qui est la pérennisation du processus d'intégration régionale, promet ne ménager aucun effort pour vulgariser le droit et la justice communautaire. Dans l'ouest ivoirien, le calme est revenu ce samedi à Guiglo. Après la chaude journée d'hier, les affrontements entre communautés ont fait des blessés. Une délégation conduite par la ministre Anne-Désirée Ouloto est sur les lieux pour rencontrer les communautés en conflit. La délégation veut ainsi trouver une solution concertée en vue de mettre fin aux affrontements qui ont déjà fait des morts. Victimes donc des événements de Guiglo, certains ressortissants de la région du Nzi ont regagné leurs villages respectifs. Ils sont arrivés de la région du Cavali, Blolequin, Guiglo, Kadé, fuyant ces localités par peur de représailles. Notre reporter de l'AIP à Dimbokro les a rencontrés à leur escale dans la ville donc de Dimbokro, où ils ont reçu la visite des autorités locales. Le reportage est commenté par Eugène Atoubi. Des enfants, des femmes avec leurs bébés, seuls ou accompagnés, des jeunes et des personnes âgées. C'est une colonie d'environ 100 personnes qui est arrivée de la région de Guiglo, fuyant les violences intercommunautaires. Dès leur arrivée à Dimbokro, ils ont été accueillis au centre social de la localité avant que les différents ménages qui forment cette colonie de déplacés ne regagnent leurs villages respectifs. Ils ont reçu les premières aides, notamment de la nourriture, après de longues heures d'un voyage effectué à leur corps défendant. J'ai mobilisé mes collaborateurs pour déjà leur apporter le premier soutien, le soutien psychosocial et puis leur apporter le réconfort qu'il faut, les mettre en confiance, leur redonner espoir à la vie. C'est la mort dans l'âme que les déplacés de Guiglo ont dû fuir leurs plantations et campements. En cette période de traite cacaoyère, leur tristesse n'est que plus grande à l'idée que derrière eux, toute une année de dur labeur risque d'être perdue. Et c'est pourquoi leur souhait, tel que formulé devant la secrétaire générale de préfecture de Dimbokro, V. Brigitte Kosonou, est que la situation soit réglée au plus tôt, afin qu'ils y retournent. On est sorti là, avec la même vie, nos enfants qui vont à l'école, on est perdu. Il n'y a pas un enfant qui va partir à l'école. Parce qu'au village, on n'a rien ici. Qui va te donner crédit, puis tu vas mettre ton enfant à l'école? La présence des déplacés de Guiglo au centre social de Dimbokro comme transit n'aura duré que quelques heures, le temps que les autorités préfectorales de Dimbokro leur affrètent un véhicule qui les dépose dans leurs différents villages d'origine. Et sur place ici à Abidjan, le ministre des Transports, Amadou Koné, appelle à la baisse du prix des billets d'avion, des prix qui sont élevés, surtout dans la zone francophone. Il a fait cette annonce ce samedi lors de la 124e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens de l'Afrique francophone. Les compagnies aériennes présentes ont aussi évoqué la question de la sécurité et de la sûreté. Francis Boifo. Des experts de compagnies aériennes, membres de l'association des transporteurs aériens francophones ATAF, des constructeurs d'avions et des experts en transport aérien à Abidjan pour discuter des problèmes communs. C'est vraiment comment faire pour être plus compétitif, pour ouvrir le transport aérien à une plus large échelle, pour avoir plus de passagers dans les aéroports pour le bénéfice de tous. L'Assemblée générale de l'ATAF est annuelle et le choix d'Abidjan n'est pas fortuit.
Rendre hommage et honneur à la République de Côte d'Ivoire, mais aussi pour dire aux uns et aux autres, c'est possible. C'est possible de créer une compagnie aérienne, c'est possible de soutenir une compagnie aérienne et c'est possible qu'une compagnie aérienne, au bout de 5 ans, devienne un fleuron. Effectivement, Air Côte d'Ivoire aujourd'hui est un fleuron du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre, une opportunité pour le ministre ivoirien des Transports d'inviter les participants à plancher sur la problématique liée au coût du billet d'avion. Je voudrais lancer un appel aux compagnies aériennes afin qu'elles nous aident à faire baisser le coût du transport aérien dans nos pays. Cela y va de la survie de ces entreprises. Je suis moi-même constamment interpellé quant au coût du transport aérien. À titre d'exemple, à ce jour, il est moins cher d'aller à Paris, quelle que soit la compagnie, que d'aller à Dakar. Pour les experts, la cherté du prix du billet d'avion est due aux taxes et redevances. Elle représente plus de 45% du prix d'achat. On reste dans le domaine du transport aérien. Vous vous souvenez du crash de l'avion il y a une semaine à Abidjan. Eh bien, bientôt, ce sera le rapatriement des corps des victimes. Avant cela, le ministre des Transports, Amadou Koné, exprime la compassion et l'assistance du gouvernement aux blessés et aux familles des disparus. L'avion affrété par l'armée française qui assurait la liaison Ouaga-Abidjan dans le cadre de l'opération Barkhane a terminé son vol en mer à Port-Boué. Bilan, 4 morts. 6 rescapés. Les enquêtes se poursuivent pour connaître les causes exactes de cet accident, a assuré le ministre des Transports. Le nouveau secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État poursuit ses prises de contact avec les structures sous tutelle. Hier, Moussa Sanogo était dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances, structure chargée de l'élaboration du budget de l'État et du contrôle des dépenses publiques. Le secrétaire d'État s'est imprégné donc des prouesses technologiques réalisées par la Direction générale, comme nous l'explique Jean-Jacques Kwame. Pour une gestion saine et efficace des finances publiques, la Direction générale du budget et des finances mise sur 4 logiciels informatiques. 4 outils présentés ce vendredi au secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État en visite dans les locaux de cette structure. Tour à tour, Moussa Sanogo a fait connaissance avec le SIGMAP, le SIGBUD, le SIGFIP et le logiciel Solde en 2000. Le SIGMAP, Système intégré de gestion des marchés publics, est une plateforme numérique qui permet un suivi en temps réel des opérations de passation des marchés par tous les acteurs du système. Le SIGBUD, Système intégré de gestion budgétaire, favorise la conception du budget de l'État, quand le SIGFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, veille sur la bonne exécution du budget. Avec le logiciel Solde en 2000, l'État a une meilleure maîtrise de sa masse salariale. Mieux, cet outil lui fait économiser en moyenne 2 milliards de francs CFA par an. Malgré toutes ces avancées technologiques, la Direction générale du budget et des finances reste confrontée à de nombreux autres défis. Ces défis concernent notamment la poursuite du déploiement du SIGFIP dans les services déconcentrés, les institutions et les projets cofinancés, l'actualisation de la stratégie de la maîtrise de la masse salariale, la poursuite de la mise en œuvre du budget programme à travers son extension à l'ensemble des ministères après la phase pilote. À la faveur de ce premier contact avec les agents des finances publiques, le secrétaire d'État Moussa Sanogo a tenu à partager sa vision. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre sur cette voie. Il y a des grands chantiers qui sont ouverts. Il s'agira de faire en sorte que nous puissions, dans les meilleurs délais, disposer des meilleurs outils pour faciliter le travail des différents agents. La Direction générale du budget et des finances compte 12 directions et un effectif de 1522 agents à ce jour. Et justement, le secrétariat chargé du budget et du portefeuille de l'État vient d'organiser un atelier bilan annuel des conférences et missions internationales des fonctionnaires et agents de l'État. L'objectif est de clarifier les procédures d'exécution et de gestion des conférences et missions internationales. Explication avec Justine Seigiki. En 2017, le gouvernement ivoirien a consenti 5,786 milliards de francs CFA
pour les conférences et missions à l'intention des fonctionnaires et agents de l'État à raison de 3,698 milliards de francs CFA pour les réunions internationales et 2,87 milliards de francs CFA pour les ateliers en Côte d'Ivoire. Ce séminaire, qui réunit 150 acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion du calendrier de ces missions et séminaires, est l'occasion de faire entre autres le bilan à mi-parcours de l'exécution des missions et ateliers en 2017 et de préparer l'élaboration du calendrier de 2018. L'innovation majeure cette année, c'est la mise en place d'un système intégré de gestion de ces conférences et missions. Jusqu'à aujourd'hui, des progrès importants ont été faits dans la gestion manuelle de l'ensemble des dispositifs administratifs qui accompagnent l'envoi d'un fonctionnaire ou un agent de l'État en mission. Aujourd'hui, nous réfléchissons à digitaliser ce processus-là en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs soient reliés à un système intégré qui permette de prendre en charge de façon plus rapide et de façon plus facile l'ensemble des opérations qu'il faut faire pour envoyer quelqu'un en mission. Chaque année, le gouvernement engage des ressources importantes pour la participation des fonctionnaires et agents de l'État aux réunions internationales et pour l'organisation des ateliers et séminaires en Côte d'Ivoire en vue du renforcement de leurs capacités. La Côte d'Ivoire est présente sur la scène sous-régionale, sur la scène internationale, et cette présence-là se matérialise par l'envoi de fonctionnaires et agents de l'État. D'abord pour les missions de représentation technique, pour les missions de négociation, pour des missions de discussion, pour défendre les intérêts de l'État. La Côte d'Ivoire également est soutenue par une administration dont les cadres continuent de voir leurs capacités se renforcer. Cette rencontre tient donc lieu de l'atelier annuel organisé en vue de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de gestion des missions hors de la Côte d'Ivoire et des ateliers en Côte d'Ivoire. On passe à présent au concours d'entrée à l'INFAS édition 2017. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était à l'INFAS au CHU de Treichville pour visiter les centres où se déroule le concours. La ministre Raymond Goudou Kofi est allée encourager tous les candidats. Christy Omandé, Aboussanougou. Je voudrais vous souhaiter en tout cas bon courage, vous dire que de ne pas vous enlever de l'esprit qu'il s'agit d'un concours. D'accord ? Un concours, c'est concourir, c'est-à-dire se battre. C'est sur ces conseils que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique donne le coup d'envoi du concours d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé. INFAS sont concernés par cette vague les techniciens de santé. Aujourd'hui, il s'agit des kinésithérapeutes. Et nous, c'est un corps de métier où nous n'avons pas un effectif suffisamment important. Et il est certain que ces élèves qui veulent donc exercer dans cette profession puissent être les meilleurs. Nous avons besoin dans notre système de santé d'agents conscients de leur rôle auprès des populations. Nous avons besoin dans notre système de santé d'agents humains. Nous avons besoin dans notre système de santé d'agents qui se battent et qui se mettent à la disposition de la population. Les 28 et 29 octobre prochains, ce sera le tour des candidats inscrits dans la filière de sages-femmes et d'infirmiers. Pour la session 2017, sont concernés 33 000 candidats pour 2000 places. Et parlant toujours d'examen, le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient d'organiser un point presse. Au cours de cette rencontre, Mariam Dosso Nimaga a procédé au lancement officiel des inscriptions aux examens scolaires session 2018 et ces inscriptions prendront fin le 15 décembre prochain. Explication avec Raskandou. Un mois après la rentrée scolaire, l'heure est en ce moment à une autre étape du calendrier scolaire. Il s'agit des inscriptions aux examens scolaires à session 2018. Ces inscriptions ont démarré depuis le 16 octobre pour s'achever le 15 décembre prochain. Elles concernent les élèves des classes du CM2, de 3e et de terminale, ainsi que les prétendants à la candidature libre. L'inscription aux examens scolaires s'effectue en 3 grandes étapes. La préinscription via le site de la DECO, www.men-deco.org.
le paiement au trésor des droits d'examen collectés par l'établissement auprès des élèves ou acquittés par les prétendants à la candidature libre eux-mêmes à raison de 500 francs pour le CEP, 2000 francs pour le BEPC, 5000 francs pour le baccalauréat. Enfin, la validation des candidatures dans les directions régionales ou départementales. Des recommandations ont été faites à tous ceux et celles concernés par le processus. Les IEP, les chefs de circonscription primaire, les chefs d'établissement, ils doivent s'assurer que tous les élèves des classes d'examen figurent dans le fichier des préinscrits sur les plateformes AGCP et AGCE. L'inscription en ligne de chaque élève doit absolument avoir été faite à la rentrée scolaire pour les élèves de 3e et de terminale. Aux prétendants à la candidature libre, ils doivent se préinscrire eux-mêmes directement sur les plateformes et imprimer leur fiche de préinscription, puis s'acquitter des droits d'examen au trésor et enfin se rendre dans les DREN, d'Eden pour valider leur inscription dans les délais. Selon le directeur des examens et concours, ces dernières années, l'organisation des examens scolaires est à l'ère du numérique. Les évaluations de fin d'année se font via le net. On parle aussi sécurité dans ce 20h. La police nationale fait le bilan de la 3e phase de l'opération Épervier 3. Notez que plus de 1000 personnes ont été interpellées, des armes blanches ont été saisies et des trafiquants de drogue appréhendés. Explication d'Abou Sanogo. 1970 personnes, dont 2 prostituées, ont été interpellées, aussi bien dans les fumoirs, les maquis, les bars et les gares anarchiques au cours des rafles de nuit. 59 ont fait l'objet de déferments. 5 grammes d'héroïne, 828 boulettes de cannabis, 2585 mèches de cannabis, 86,5 paquets de cannabis, 10 sacs de cannabis et une importante quantité de produits pharmaceutiques non enregistrés ont été saisis. À cela s'ajoute la saisie de 2 pistolets automatiques, dont une arme factice, 115 armes blanches, 21 véhicules aux vitres teintées, 753 motos, 16 800 CD pornographiques, 214 affiches pornographiques et 7 banderoles. 8 grands dealers, reconnus comme barons de la drogue, ont été appréhendés et ils ont également fait l'objet de déferments. C'est ce qui ressort du point de situation hebdomadaire de l'opération Épervier 3. Il est constaté, selon le préfet de police d'Abidjan, une baisse de la criminalité dans son ensemble. Nous pouvons confirmer que le sentiment d'insécurité que nous avons connu à un moment donné au sein de la population ivoirienne est en nette régression. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'à ce que le sentiment de sécurité habite chaque Ivoirien dans son espace de vie. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est en net recul. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi se fait ressentir de moins en moins. Cela fait plus de 2 semaines, nous n'avons pas encore été interpellés pour un tel cas. C'est nous qui avons les baromètres de la sécurité en main. Et quand on parle d'enfants en conflit avec la loi, quelquefois ça nous surprend parce que sur 200 individus interpellés, il y a tout au plus 2-3 enfants mineurs. L'opération Épervier 3 est un ensemble d'actions de police qui vise à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Notez que le magazine Flash Bourse présenté sur RTI 1 sera également diffusé sur la télévision nationale sénégalaise. Le lancement de cette coopération a eu lieu à Dakar. Les différentes parties saluent cette coopération et expriment leur volonté de rendre cette collaboration fructueuse. Le reportage de nos confrères de RTS. La BRVM investit le petit écran, celui de la RTS, à travers une toute nouvelle émission. Flash Bourse, chaque soir sur la télévision nationale du Sénégal. Flash Bourse va décrypter le fonctionnement de la bourse. L'expérience pilotée par Piment Bleu a démarré en Côte d'Ivoire. Flash Bourse est diffusé sous forme de capsules d'1 minute 30
de manière quotidienne et de 8 minutes de manière hebdomadaire les week-ends sur la RTI et elle connaît un vrai succès. Elle a contribué par son format à informer aussi bien les experts de la finance que les amateurs et les novices. C'est une réelle fierté aussi, car c'est une émission qui est vraiment précurseur en la matière, en décryptant de manière simple le fonctionnement de la bourse et des variations de marché. Ces capsules font partie du quotidien des téléspectateurs ivoiriens. La radiodiffusion télévision ivoirienne partage son expérience. Flash Bourse est une offre inédite, disons-le, pertinente et porteuse de plus-value. Une aubaine pour nos chaînes de services publics, car vous êtes d'accord avec moi, monsieur le directeur général de la RTS, que le temps où les radios et les télévisions publiques s'enfermaient dans leur certitude de médias solidement amarrés au denier de l'État, ce temps est bien révolu. Autour du public sénégalais de suivre au quotidien les variations de la bourse, ce sera un des grands moments de télévision que la RTS s'est proposé. Bienvenue à la RTS. On est vraiment preneur parce que déjà on est sur des chantiers de coproduction. À l'occasion d'un Discope il y a 2 ans, on a pu échanger sur beaucoup d'aspects parce qu'on a tous souci de voir comment véritablement offrir les meilleurs programmes, mais les programmes aussi qui nous permettent à nous, Africains, de nous décomplexer. La Bourse régionale des valeurs mobilières résume l'enjeu d'investir les médias. C'est l'information qui gouverne les marchés. Le lancement de Flash Bourse aujourd'hui à Dakar vient à point nommé, car la BRVM a de plus en plus besoin, à cette phase de son développement, de nouveaux investisseurs et d'une épargne plus abondante pour satisfaire les besoins croissants de nos États et de nos secteurs privés, particulièrement des PME. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, en est à 43 sociétés cotées et 7 000 milliards de capitalisation boursière. Des performances à accroître via de nombreux outils. Flash Bourse en fait partie. À suivre sur la RTS, 1 minute 30 du lundi au vendredi, 8 minutes les dimanches. Sur la situation du marché, à la semaine prochaine. Et c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. On y va avec le groupe Zouglou Magic System qui continue sa tournée pour célébrer ses 20 ans de carrière. Les Gaou magiciens étaient à Bamako, la capitale malienne, pour le Magic Tour. Les magiciens, vous allez le voir, ont offert 2 concerts. Issa Chonayeo. Après la célébration de leurs 20 ans de carrière au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody et au Palais de la Culture de Trécheville, les Gaou magiciens mettent le cap sur l'Afrique à travers le Magic Tour 20 ans. Première escale, Bamako, la capitale malienne. 2 concerts offerts au public bamakois pour lui permettre de vivre la féerie zougloutique et d'apprécier le talent des magiciens. Premier round, la salle Babemba. Second round, Stade Modibo Keïta. Assalfo, Manadia, Boudé et Tino prennent rendez-vous avec leurs fans au pied du mont Koulouba. Le groupe assure. Tout le répertoire est visité. J'ai l'impression qu'à gauche ici, il y a plus de tapettes donc à droite. Les enfants d'Anoumambo font chanter et danser leurs nombreux fans. Ils n'oublient pas le réchauffement climatique. Une opération de reboisement en compagnie de Keïta Aïda Mbo, ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a lieu. À ce planting d'arbres, une conférence sur le climat est initiée avec le soutien de la Fondation Magic System à l'Institut français de Bamako. La cerise sur le gâteau, la réception du groupe de Zouglou par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.
Le chef de l'État malien profite de l'occasion pour féliciter les magiciens pour l'organisation du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, plateforme d'expression pour les artistes africains. Le groupe est également reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali. La prochaine étape du Magic Tour 20 ans est prévue au Gabon. L'apothéose de cette tournée aura lieu à Bouaké le 25 décembre prochain. Et notez qu'ici en Côte d'Ivoire, la première édition du carnaval de Niakara, localité située au nord ivoirien, aura lieu du 5 au 11 novembre prochain. Et bien sûr à Niakara, l'objectif du carnaval, valoriser les richesses culturelles du peuple tagbanan et les potentialités touristiques et économiques de la région du Yambol. Issa Tchonayeo. Le peuple tagbanan, situé dans le département de Kachula et de Niakara, a désormais son festival. Il s'agit du carnaval de Niakara. Il vise à valoriser les richesses culturelles du peuple tagbanan et les potentialités touristiques et économiques de la région du Yambol. C'est une zone qui regroupe beaucoup de potentialités. Et d'où d'ailleurs l'idée de faire cette édition du carnaval de Niakara, qui sera une fois commerciale, parce qu'il faut créer les conditions également de l'émergence d'un tissu industriel et économique. Donc ce sera aussi une fois commerciale, ce sera une fois gastronomique, une fois culturelle, une fois touristique. Plateforme de retrouvailles et d'échanges entre les cadres. Le carnaval de Niakara sera également une occasion de créer une ambiance particulière dans la zone. Il mettra en exergue les meilleurs exploitants agricoles et artisans de la région du Yambol. Au niveau de la santé, des soins gratuits seront administrés aux populations. Le carnaval de Niakara est prévu du 5 au 11 novembre prochain à Niakara. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Merci M. Aliagui Diabagaté d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Alors, une fondation baptisée du nom du père du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est la fondation El Hadj Dramane Ouattara. Dites-nous qui en a eu l'idée et quelles sont les motivations? Merci madame. Les motivations pour la création de la fondation El Hadj Dramane Ouattara, vous savez que nous venons de Bondoukou et que en tant que cadre de la région de Bondoukou, lorsque je suis rentré des États-Unis, j'ai eu les informations de la part des parents que le père du président Alassane Ouattara était enseignant à l'EPP Sud de Bondoukou. C'est ce qui m'a motivé à écrire aux autorités et ensuite à la famille Ouattara très rapidement pour créer la fondation. Pour créer la fondation. Lorsque j'ai reçu le retour et nous avons créé cette fondation. Justement, la fondation El Hadj Dramane Ouattara ou encore FEDO, la FEDO, est basée, vous l'avez dit, à Bondoukou. Il y a donc un lien entre la FEDO et cette ville, Bondoukou. Éclairez-nous là-dessus. Oui, la fondation El Hadj Dramane Ouattara, qu'on appelait la FEDO, c'est effectivement, il y a un lien. Vous savez que dans les années 1900, le père du président Alassane Ouattara, qui est Dramane Ouattara, était affecté par l'administration coloniale à Bondoukou en tant qu'instituteur. Donc il fut le premier noir après un certain Algérien qui était le premier instituteur. Donc c'est après lui que le père du président a été affecté. Et parce que voilà. L'Algérien était appelé à faire voilà, ses droits à la retraite. Donc il est retourné en Algérie. Tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, donc le père du président de la République, instituteur à Bondoukou, cette école existe encore? Oui, l'école est bel et bien à Bondoukou et dont moi-même j'ai eu la chance de fréquenter là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mes cycle primaire avant de rentrer au lycée moderne de Bondoukou. Et cette école, depuis 2015, je vois dans votre ouvrage, a été baptisée Groupe scolaire El Hadj Dramane Ouattara, exactement le 29 mars 2015. Exactement. Alors, la FEDO, vous l'avez dit,
prône la culture, prône l'excellence, et donc vous avez décidé de passer à la loupe les 6 ans de l'administration Ouattara. Oui. Ensemble, donc, nous allons feuilleter, avec les téléspectateurs, bien sûr, les grands chantiers entrepris par le président de la République. Vous allez nous dire les secteurs que vous avez visités. Oui, vous savez, quand vous regardez dans le livre, le 17-18 septembre 2015, nous avons d'abord fait déplacer 32 rois du Zanzan pour visiter quelques réalisations du président Alassane Ouattara. Alors, donc, c'est à l'issue de cette visite-là, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas écrire sur les œuvres du président Ouattara? C'est-à-dire, il fallait vulgariser et immortaliser les œuvres. Donc, en écrivant, nous avons trouvé bon que c'est la meilleure façon de nous faire comprendre. Et quand vous regardez le livre est rempli d'images, oui, à part de photos qui illustrent bien les grands travaux du président Alassane Ouattara. Donc je réitère ma question, quels sont justement ces grands travaux qui vous ont, je vais dire, qui ont attiré votre attention? Oui, les grands travaux qui nous ont tiré notre attention, vous voyez le pont HKB, c'est-à-dire c'est le pont que le président Bédié l'a su bien dire, qui mérite 2 mandats. Quand vous voyez ce pont, c'est vraiment un pont à dimension internationale. D'accord. Donc, au niveau des infrastructures, alors c'est un bilan à mi-parcours que vous dressez dans cet ouvrage. Et vous parlez évidemment de l'émergence. Et concernant l'émergence en 2020, vous invitez vos lecteurs à avoir une vision élargie de l'émergence, c'est-à-dire? Oui, vous savez, déjà quand, depuis 2011, le président Alassane, tout ce qu'il a fait, il a mis tous les éléments qu'il faut pour y arriver à l'émergence à l'horizon 2020. Donc, nous avons tout aujourd'hui. Vous avez les grandes œuvres dans les grandes œuvres dans plusieurs domaines, dans plusieurs domaines, que ce soit l'école, l'éducation, la santé, etc. Et vous avez également, même au niveau des salaires, que nous avons parlé de ça, le SMIC a été doublé pratiquement. Donc, tout ce qui nous amène à l'émergence. On va lire ensemble cet écrit, je l'ai tiré de votre ouvrage. Vous dites, tandis que, seule une approche, dans votre ouvrage, je cite, seule une approche étriquée réduira le développement à la croissance, tandis que la vision élargie de l'émergence embrasse le champ de l'État entrepreneur. Que voulez-vous dire? Non, c'est-à-dire... vous voyez, c'est au niveau du post-préface, c'est-à-dire nous avons défini l'émergence en plusieurs étapes. L'émergence, on compare cela comme la croissance, ça ne se limite pas à la croissance. Merci. Donc vous voyez, c'est pour cela la plupart des Ivoiriens pensent que la croissance, c'est simplement la création d'une richesse. C'est pas cela. Il y a bien d'autres choses. Vous avez des gros sentiers qui ont été développés pour rendre les Ivoiriens heureux. Nous avons vu l'augmentation des salaires qui étaient bloqués. Il ne faut pas voir seulement la croissance, c'est au-delà. C'est au-delà. Alors, on va terminer. À la fin de votre ouvrage, vous tirez des leçons. Et sur le tableau de bord de l'émergence, vous affichez ceci, stop and go. Dites-nous quels sont donc les voyants rouges et les voyants verts, en 2 mots seulement pour terminer. Oui, en général, c'est-à-dire tout ce que le président Alassane a fait, et à 90%, ce sont des voyants verts. D'accord. Alors, les quelques voyants rouges que nous pouvons nous atteler à le dire, vous avez au niveau
des logements sociaux. Aujourd'hui, il y a un petit ralentissement. Donc vous souhaitez que ça puisse aboutir. Nous souhaitons que les gens donnent un peu d'énergie pour faire booster cette activité. En tout cas, merci beaucoup, M. Aliagui Diabagaté. C'est un ouvrage à regarder, à consommer, parce que les images illustrent bien ce que vous dites. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Alors, malheureusement, on est pris par le temps. On va terminer, vous allez rester avec nous, par l'Espagne. Madrid a mis ses menaces à exécution. Mariano Rajoy active donc l'article 155 et déclenche ainsi le processus de suspension de l'autonomie de la Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol a demandé le transfert des prérogatives de l'administration catalane à Madrid, la destitution de Carles Puigdemont et la tenue de nouvelles élections régionales dans les 6 mois. Le Sénat doit se prononcer sur ces différentes mesures, mais pour dénoncer cette décision, des milliers de Catalans, vous l'avez vu, ont investi les rues ce samedi à Barcelone. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.